Bonjour, chers élèves, et soyez les très bienvenus sur cette plateforme nationale conçue pour l'enseignement à distance. Toujours et dans le cadre de l'étude des caractéristiques du conte philosophique à partir de Candide ou l'optimisme de son auteur Voltaire, nous allons voir ensemble une activité de production écrite. L'objet de cette séance est de rédiger un réquisitoire. L'objectif est de produire un réquisitoire contre la guerre. Mais pour réussir votre essai argumenté, chers élèves, vous devez mobiliser vos acquis antérieurs concernant les caractéristiques du type argumentatif, les types de raisonnement, les modalisateurs et les connecteurs logiques, mais aussi les registres et différentes tonalités. Commençons d'abord par observer les images qui s'afficheront sur vos écrans. Observez bien la première image A, la deuxième image B. Et essayez de trouver ou bien essayez de commenter ces images. Parfait. Je vous propose les commentaires suivants. Pour la première image, on peut dire qu'il s'agit ici des enfants qui sont exposés aux dangers pendant les guerres et aussi pendant les conflits armés. Pour l'image B, on peut parler de ce que l'on appelle communément l'enrôlement des enfants pendant les guerres et lors des conflits armés. Vous allez faire la même chose pour les images qui s'afficheront maintenant sur vos écrans. Observez bien l'image C, puis l'image D, et commentez-les. Bien, je vous propose le commentaire suivant pour l'image C. Il s'agit ici des bombardements et de leur impact sur l'environnement. Pour l'image D, vous observez, chers élèves, qu'il s'agit des enfants qui dorment dans les décombres. Et maintenant, nous allons faire la même chose pour les deux images qui s'affichent sur vos écrans. Observez bien l'image E et l'image F. Bien, je vous propose les commentaires suivants. Pour l'image E, il s'agit des biens collectifs et individuels qui sont transformés en décombres lors des guerres ou bien lors des conflits armés. Pour l'image F, on remarque qu'il y a des rescapés, c'est-à-dire des gens qui ont pu survivre à la guerre ou bien aux conflits armés. Et ces rescapés sont en train de chercher leurs proches sous les décombres. Bien. Maintenant, quel est le point commun existant entre ces images? Très bien. Il s'agit des effets de la guerre ou des conflits armés sur les êtres humains, sur leurs biens et sur l'environnement. Passons maintenant à la situation décrite. Lisons-la ensemble. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna un village voisin. Il était en cendres. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, d'autres à demi brûlées. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et des jambes coupées.
Ce passage est extrait du chapitre 3e de Voltaire. Alors, je vous rappelle, chers élèves, que nous avons déjà vu ce passage lors d'une séance antérieure, une séance de lecture et une autre séance de langue. Passons maintenant à la consigne. En vous inspirant de cet extrait, rédigez un réquisitoire dans lequel vous énumérez les répercussions de la guerre. Remarquez, chers élèves, que nous avons un mot-clé, ou bien plusieurs mots-clés dans cette consigne. Le premier est réquisitoire. Il y a aussi l'énumération des répercussions de la guerre, c'est-à-dire vous allez plutôt vous attarder sur les conséquences, sur les effets de la guerre pour rédiger ce réquisitoire dont nous saurons la signification maintenant à partir de ce tableau comparatif entre plaidoyer d'un côté et réquisitoire de l'autre côté. Donc, les deux concepts exigent une situation d'énonciation qui parle. Dans le plaidoyer, c'est le nous, bien sûr, et le jeu avec une forte implication de l'émetteur, c'est-à-dire l'utilisation du jeu. Par contre, dans le réquisitoire, il y a le nous, la même chose comme le plaidoyer, mais il y a simplement une implication. La différence, ici, il y a une forte implication. Ici, seulement, c'est-à-dire simplement une implication de l'émetteur. À qui il y a une application de l'auditoire dans le plaidoyer. Par contre, dans le réquisitoire, il y a une forte implication de l'auditoire. De qui ou bien de quoi? Donc, dans le plaidoyer, on parle d'un sujet considéré comme victime. Par contre, dans le réquisitoire, on parle d'un sujet considéré comme coupable. Et regardez, victime est tout à fait l'opposé de coupable. Une autre différence entre plaidoyer et réquisitoire concernant le vocabulaire. Pour le plaidoyer, il s'agit d'un vocabulaire mélioratif. Par contre, dans le réquisitoire, l'émetteur va user d'un vocabulaire plutôt péjoratif. Quant au registre, il s'agit du registre pathétique pour le plaidoyer. Par contre, il s'agit du registre polémique dans le réquisitoire. Concernant maintenant les procédés oratoires adoptés, donc ces procédés ont des effets pathétiques et déploratifs, plus l'utilisation de longues phrases rythmées pour le plaidoyer. Par contre, pour le réquisitoire, nous devons faire recours plutôt à des interrogations et des injonctions pour exprimer la colère notamment et l'indignation. Et comme dans le plaidoyer, on fait recours à de longues phrases rythmées. Et pour la stratégie adoptée dans le plaidoyer, donc, c'est la pitié, c'est-à-dire rendre le message pitoyable, pathétique. Par contre, dans le réquisitoire, il y a ce qu'on appelle l'ironie et une forme d'interpeller plutôt la raison. Donc, pour le plaidoyer, nous allons prendre comme exemple la déclaration au jury de son auteur Émile Zola, qu'il a prononcée en 1898. Donc, dans ce plaidoyer, Zola a usé de vocabulaire plutôt mélioratif pour influencer ou bien pour persuader son auditoire de l'innocence de Dreyfus.
Par contre, dans son réquisitoire, Victor Hugo a usé, dans ce qu'on appelle la préface du dernier jour d'un condamné, il a usé d'un vocabulaire plutôt péjoratif et il a entrepris de passer en revue tous les arguments des partisans de la peine capitale pour mieux les dénoncer. Et pour réussir votre réquisitoire, chers élèves, vous devez utiliser de longues phrases, des phrases juxtaposées, vous devez recourir aussi à des redondances et des répétitions. Et pour produire des effets de communication, vous devez insister sur la parole, la posture, le regard et la voix. Vous devez aussi adopter une stratégie de persuasion via l'amplification, la dramatisation, la dévalorisation ici de la guerre bien sûr et des conflits armés, et puis les explicitations. Je vous propose maintenant, chers élèves, les étapes de la rédaction. Donc, la consigne que vous avez vue tout à l'heure exige l'adoption du plan thématique, c'est-à-dire cumulatif. Nous allons plutôt insister sur les conséquences, sur les effets, les répercussions de la guerre sur les êtres humains, sur leurs biens et sur l'environnement. Et dans ce cas, avant de passer au propre, vous devez d'abord commencer, comme vous l'avez déjà vu lors d'une séance de révision, vous allez commencer d'abord par le développement, c'est-à-dire sur le brouillon, vous allez faire ce que l'on appelle la chasse aux idées, c'est-à-dire pour former votre argumentaire. Et par la suite, vous allez expliquer, vous allez développer, bien sûr, en illustrant par des exemples très bien précis. Et il est préférable de clôturer le développement par une conclusion interne. Ceci va vous aider à formuler votre introduction dans laquelle vous allez exposer le sujet, les raisons pour lesquelles il pose problème et enfin votre position. Par contre, dans la conclusion, vous allez juste rappeler sans répéter, bien sûr, ce que vous avez déjà dit lors du développement. Vous allez rappeler la thèse et vous allez aussi terminer par une phrase percutante, c'est-à-dire cette phrase qui va faire choc à votre auditoire. Et maintenant, chers élèves, je vous propose un exemple de réquisitoire. Honorable chef d'État, honorable responsable de l'ONU, il est dit dans la 4e Convention de Genève que les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 7 ans sont mis à l'abri des effets de la guerre. Il est aussi précisé que les biens sont protégés au moment de conflits armés. Nous trouvons pertinent de commencer ce réquisitoire par ces extraits qui semblent rassurer l'humanité. Maintenant que chacun d'entre vous a en tête ce principe, nous pouvons aborder le sujet qui nous réunit ici en vous adressant les questions suivantes. Cette population vulnérable et ses biens sont-ils pratiquement, réellement protégés pendant les guerres? N'est-il pas dans l'ordre des choses de les épargner au lieu de les laisser seuls à confronter leur sort? N'est-il pas communément admis que la guerre appauvrit, attriste et tue? Chers chefs d'État, chers responsables de l'ONU, avec tout le respect que nous vous devons, nous voudrions vous rappeler les risques, les dangers, les dommages irréparables de la guerre. Ces risques, ces dangers, ces dommages touchent principalement les maillons les plus faibles du chaînon,
à savoir les enfants, les femmes, les personnes âgées, les blessés, les otages, mais aussi les biens individuels et collectifs. À ce titre, honorable auditoire, les Nations Unies rapportent qu'un enfant sur 6 vit dans une région du monde touchée par la guerre ou par les conflits armés. Et selon l'UNICEF, je cite, « L'utilisation abusive des enfants ne se limite pas au port d'armes ni à la participation directe au conflit. Certains enfants, garçons et filles, sont utilisés comme messagers, espions, porteurs, cuisiniers, voire comme boucliers ou comme objets sexuels. » Quant au danger de la guerre sur l'environnement, il en va sans dire. Et l'exemple le plus accablant est celui des dégâts causés par la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Par ailleurs, l'histoire regorge d'exemples de massacres et d'aspects de barbarie perpétrés aux populations les plus vulnérables. Prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale qui a fait environ 10 millions de morts et 6 millions d'invalides, ou encore celui de la Seconde Guerre mondiale dont le bilan humain est catastrophique. Entre 60 et 80 millions de morts, plusieurs millions de blessés, 30 millions d'Européens déplacés en raison des changements de frontières, surtout en Europe orientale. N'est-il pas grand temps de vivre en paix dans chaque pouce au monde? Ne faudrait-il pas recourir aux moyens pacifiques et aux négociations pour résoudre d'éventuels conflits? N'est-il pas grand temps de préparer un avenir meilleur à nous et aux générations futures? Pourquoi il y a toujours de l'argent pour faire la guerre et jamais pour instaurer la paix? Honorable chef d'État, honorable responsable de l'ONU, vous êtes certainement les garants du bien-être des peuples. Or, ce bien-être ne peut en aucun cas être atteint sous les bombardements et les explosions, ni lorsque ces peuples abandonnent leur patrie en quête de la paix sur d'autres sols. Faites-en donc une priorité. Et maintenant, et en guise de prolongement, je vous propose la situation décrite suivante. 150 millions d'enfants travaillent dans le monde selon l'Organisation internationale du travail. Dressez un réquisitoire dans lequel vous dénoncez le travail des enfants. Ainsi, notre séance touche à sa fin.